Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Et votre candidature, vos propositions pour la droite, on va en parler évidemment dans cette émission. Mais d'abord, l'actualité va se braquer une fois de plus sur François de Rugy. Aujourd'hui, l'ancien président de l'Assemblée nationale, dont vous êtes député, parce qu'il va s'expliquer devant le Premier ministre, parce qu'il va sans aucun doute répondre aux questions cet après-midi en séance à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez, vous personnellement, des explications ou plus ? En tant que député, moi je souhaiterais qu'il y ait la transparence sur ces justificatifs. Car avant de rendre des comptes, je dirais, au président de la République, au Premier ministre, il doit rendre des comptes d'abord à ses collègues députés. Il a été un des chantres de la transparence et de la moralisation. Mais certains ont réclamé sa démission. Vous êtes de cela ? Je crois qu'avec les jours qui évoluent et le nombre d'affaires, ça devient un problème politique. Quand vous avez un ministre d'État dont on parle plus à propos des homards que de sa politique. On en parle parce que la presse aussi en parle. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire attention à la République de la délation. Est-ce qu'il n'a pas raison sur ce point ? Est-ce que de simples révélations suffisent à faire tomber un ministre aujourd'hui ? Il ne faut pas transformer Mediapart en inquisiteur de la République. En revanche, je crois qu'il faut aller vite et que Emmanuel Macron a parfois démontré beaucoup d'indulgence lorsque les affaires de moralisation étaient des scandales dans son camp. Je pense à Benalla, par exemple. Mais d'autres présidents de l'Assemblée nationale, pour en revenir à François de Rugy, ont connu, y compris à droite, des trains de vie aussi dispendieux. Est-ce qu'il ne paye pas pour les autres aussi, François de Rugy, et pour un certain système dont vous faites partie aussi ? Non, le problème, ce n'est pas le train de vie. Le problème, c'est de savoir s'il l'a fait pour de bonnes raisons. Et donc, il suffit tout simplement, par exemple, de faire un inventaire de la cave de l'Assemblée nationale et de voir si, par rapport à ses prédécesseurs, il y a eu des sorties massives ou c'était, je dirais, dans la norme. Voilà, moi, je ne veux pas faire la police des banquets. Mais à un moment donné, on ne peut pas, alors qu'il y a des gens qui gagnent 1 300 € par mois, avoir ce genre de photos qui circulent. Un tout autre sujet, 282 interpellations exactement en marge de la suite de la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous êtes comme Sébastien Chenu, le député Rassemblement National, à dire « leurs victoires sont nos cauchemars », a-t-il dit ? Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Je pense que ce 14 juillet est le reflet de nos fractures. Fracture sociale avec les Gilets jaunes et puis fracture culturelle avec des gens qui se sentent davantage soutien d'un pays étranger que de leur propre pays. Ils n'ont pas le droit de faire la fête, même s'il y a des débordements causés par certains, mais pas par le plus grand nombre. Mais je crois qu'il ne faut pas interdire de faire la fête. Le sport, c'est la fête, c'est collectif. Après, brûler des voitures, ça n'est pas faire la fête. Et tout simplement, il faut faire régner l'ordre républicain. Je voyais le président de la République qui parlait d'avoir un commandement de l'espace. Commander l'espace, c'est très bien. Commander les Champs-Élysées, c'est encore mieux. Mais encore, comment vous feriez, vous, pour empêcher que cela recommence vendredi, puisqu'il y aura une finale où l'Algérie, dont l'Algérie sera participante? Qu'est-ce que vous feriez ? Vous mettriez encore plus de policiers ? Enfin, on sait très bien que quand il y a une liesse populaire, il peut y avoir des débordements. Certes, mais d'abord, vous devez avoir un service policier proportionné. Je ne crois pas que le ministre ait fait ce qu'il fallait. Deuxièmement, peut-être profiter des lois qui ont été votées, notamment pour les accès filtrants. Voilà. Après, ce n'est pas en supprimant les drapeaux, comme je l'ai lu, ou en empêchant les gens d'aller sur les Champs-Élysées que vous résoudrez le problème, parce que de toute façon, ils s'éparpilleront ailleurs. Ne refaisons pas l'erreur des Gilets jaunes. Permettons la fête sur les Champs-Élysées, mais soyons intraitables, avec des punitions et des sanctions rapides, une fois, si vous voulez, que ces faits ont été corroborés. Alors, je le disais en vous présentant, vous êtes candidat à la présidence des Républicains. Vous revendiquez, je cite, d'une droite sociale, dans la tradition, dites-vous, de Philippe Séguin, de Charles Pasqua. Est-ce que ça veut dire que vous constatez qu'aujourd'hui, la droite, elle ne sait plus parler de social, elle ne sait plus s'adresser aux classes populaires? On le voit en tout cas dans les résultats électoraux. De toute évidence. Moi, je viens d'un parti qui s'appelait le RPR et qui était la France à 5 heures du soir dans le métro. On a perdu le contact avec les classes populaires. On est à 8%, donc je crois qu'à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir. Ce que Nicolas Sarkozy avait réussi à faire, bien, nous n'avons plus réussi à le faire depuis 7 ans. Ça c'est le constat. Mais ça veut dire changer notre logiciel économique. Et c'est pour ça que tout en étant libéral, je pense que, notamment sur le libre-échange, sur la libre concurrence, nous ne devons pas systématiquement, si vous voulez, avoir recours aux mêmes formules, parce que ça se termine, par exemple, je prends par exemple un sujet très concret, l'électricité, on a voulu absolument faire la libre concurrence sur le marché de l'électricité, et après vous avez la facture des Français qui augmente de 6%. C'est un problème de pouvoir d'achat. Il y a des gens qui le disent d'une autre manière que vous, aujourd'hui, sur votre droite, le Rassemblement national, vous êtes pris en étau entre
une partie de votre électorat qui glisse de ce côté-là, et puis l'autre partie plus centriste qui va vers La République En Marche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas de fait réduit à une portion de plus en plus congrue? Pas du tout. Je pense qu'il y a 80% des électeurs qui ne se retrouvent pas, parce que vous avez un électeur sur 10 qui vote Macron, un électeur sur 10 qui vote Le Pen. Mais alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire combien un électeur vrai. sur combien vote LR. Mais ça veut dire qu'on a de grandes 20, perspectives. Et je dirais que la force des Républicains, c'est d'être des deux côtés de la faille qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux. Donc c'est à nous justement de trouver un sujet pour réconcilier, une voie pour réconcilier les Français. Moi, si vous voulez, quand je dis défendre les classes populaires, c'est pas défendre les classes populaires contre d'autres classes sociales. Je refuse, si vous voulez, d'avoir une vision par segmentation. Simplement, nous devons défendre le peuple français. Ça veut dire, au plan européen, au plan de la politique économique et au plan de la politique sociale, mettre fin, évidemment, à certaines mesures d'assistanat et faire en réalité les réformes que les Vous Français êtes attendent. député du Vaucluse, comme votre ancien collègue des Républicains, Thierry Mariani. Est-ce que lui n'a pas eu un temps d'avance? Est-ce qu'il n'a pas fait le bon choix, finalement, en rejoignant le parti qui a aujourd'hui le vent en poupe, qui est le Rassemblement national? Aller dans le sens du vent, c'est un destin de feuille morte. Et je crois que Thierry Mariani a fait un calcul politique, mais que c'est un calcul politique qui est orthogonal par rapport à mes convictions, qui sont des convictions gaullistes. Et je crois qu'au contraire, nous devons faire revivre le gaullisme au sein des Républicains. Et c'est en train d'arriver parce que je suis connecté beaucoup avec la nouvelle génération et ils se retrouvent dans ces repères. Et vos convictions gaullistes, elles vous interdisent pour aujourd'hui et pour toujours toute idée d'alliance avec le parti de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal Le Pen, qui a récemment dîné avec des élus des Républicains. Vous n'aviez pas condamné d'ailleurs ce dîner. Quelle est justement votre perspective à ce sujet? Est-ce qu'on peut imaginer l'union des droites? Moi, je ne fais pas la police des banquets. Je crois que la droite défend la liberté de penser. Oui. Après, il y a au Rassemblement national une partie du Rassemblement national qui est encore d'extrême droite. Et je n'ai aucune envie de les voisiner. Et l'autre partie? Et l'autre partie, ce sont des gens, majoritaires d'ailleurs, dans l'électorat, qui votaient pour nous et qui en ont eu assez de se faire prendre pour des imbéciles par la droite. Et je leur dis que désormais, nous allons changer, nous allons effectivement les défendre, nous allons revenir à une politique, notamment sur l'Europe, ou sur la politique économique différente. Mais c'était ma question, vous n'imaginez pas une alliance avec ce parti à court ou à moyen terme? Ni avec La République En Marche d'ailleurs. Oui, mais sur le Rassemblement national, précisément. Vous savez, il y a des tentations des deux côtés. Oui. Moi, je dis tout simplement qu'il faut oser la droite, tout simplement. Toute la droite, rien que la droite. Je préfère la droite unie plutôt que l'union des droites. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Julien Aubert, candidat donc à la présidence des Républicains. Le scrutin aura lieu, je crois, en octobre. Voilà, il faut parrainer. Bon, merci beaucoup. Laurent, c'est à vous. Vous voyez, le message est passé. Et je vous souhaite une très bonne journée.